Dans cette vidéo, on va s'intéresser au trajet d'un rayon lumineux en travers une fibre optique. Donc, déjà une fibre optique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement le câble que je viens de dessiner là, le système optique qui est là. Donc, ce système, il se compose de quoi? Il se compose d'un premier milieu, d'indice N1, qu'on va appeler le cœur. Ici, j'ai représenté une vue coupée, donc voilà, une vue de face entre guillemets. Et il va être entouré d'un autre milieu d'indice N2. Donc là, on ne voit pas sur le schéma en 2D que c'est entouré, mais ça donne bien quelque chose comme ça. Et cette partie-là, on va l'appeler âme. Voilà, ça va être l'âme de notre câble. Ok, tout ça, ça baigne dans un milieu d'indice N0 qui est en fait l'air. Donc N0, on sait qu'il est environ égal à 1, c'est l'indice de l'air. Voilà, et donc nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un rayon lumineux qui va arriver et on va essayer de voir son trajet à travers la fibre optique. Et comme vous le savez peut-être, la fibre optique, c'est ça qui nous sert à transmettre beaucoup de signaux. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser ce trajet pour ne pas perdre d'informations. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser les lois fondamentales de l'optique géométrique, à savoir les lois de la réfraction et de la réflexion. Donc, on va d'abord prendre un rayon, comme ça, qui va donc du coup percuter la fibre optique. On pourrait dire qu'il arrive droit, mais là on va le prendre totalement quelconque, donc on va dire qu'il fait un angle I0 avec la normale. Je rappelle que quand on fait de l'optique, c'est très important de tracer la normale, puisque c'est par rapport à elle que les lois de la réflexion et de la réfraction vont s'appliquer. Donc là, on a un rayon qu'on va appeler I0, enfin pardon, on a un rayon qui arrive avec un angle I0 par rapport à la normale. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Eh bien, la loi de la réflexion nous dit qu'il va y avoir une partie du rayon qui va être réfléchie comme ça avec un autre angle I0. Donc on va dessiner ici comme ça, I0. Ok? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la fibre optique. Bon, déjà, vous remarquez ici, on a perdu un petit peu de puissance, mais c'est pas grave, on n'y peut rien. Donc, à l'intérieur de la fibre optique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un rayon réfracté qui va exister. Loi de la réfraction, on sait qu'il va avoir un certain angle I1, tel que N0 sinus I0 est égal à N1 sinus I1. Voilà, donc on va dessiner ce rayon réfracté directement, ça va faire quelque chose comme ça, et je vous rappelle qu'il est par rapport à la normale, donc on met un angle I1 comme ça, et puis voilà. Donc, on a le rayon réfracté qui se balade dans la fibre optique, et lui aussi va de nouveau percuter un autre dioptre, une autre surface de séparation. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On réapplique les lois de la réflexion et de la réfraction. Donc on y va, je trace la normale à notre surface, voilà, et là, comme avant, on va avoir un rayon réfléchi qui va arriver et qui va donc faire un angle. Alors, quand on retrace la normale ici, c'est important du coup de se dire qu'on considère de nouveau les angles par rapport à la normale. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais donner un autre angle ici par rapport à la normale, qu'on va simplement appeler I. Voilà. Et donc la loi de la réflexion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce rayon va être réfléchi comme ça. Une partie du rayon va être réfléchie avec le même angle I. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et puis donc, ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que là, ça va être de nouveau réfléchi, etc., etc. Et la loi de la réfraction nous dit qu'il va aussi y avoir un rayon réfracté qui va exister, comme ça, avec un angle cette fois-ci, IR. On va juste l'appeler R, pardon, par rapport à la normale. Voilà donc le trajet du rayon au travers de la fibre optique. Après, lorsqu'il va réarriver ici, il va de nouveau y avoir les lois de la réflexion et de la réfraction qui vont s'appliquer, etc., etc. Voilà donc comment se passe le trajet du rayon. Le problème qu'on va avoir, donc là, on étudie vraiment un système physique d'intérêt pratique. La fibre optique, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On a une onde électromagnétique qu'on approxime par un rayon dans le cadre de l'optique géométrique, et on essaye de voir comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser ça. Autrement dit, dans notre cas, comment faire pour qu'il n'y ait pas de rayon réfracté. Et ça tombe bien, puisque on a vu qu'une des conséquences de la loi de la réfraction, c'est qu'il existait un certain nombre de limites à partir duquel il n'y avait plus de rayon réfracté. Et c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc, voilà comment on va s'y prendre pour étudier ça. Alors, on a donc, on va essayer de trouver on a donc notre rayon d'angle R qui est ici, et on va essayer de trouver une conséquence sur l'angle I0, une condition sur l'angle I0 pour que l'angle R n'existe pas. Et donc, autrement dit, pour qu'il n'y ait pas de rayon réfracté et que tout soit réfléchi à pleine puissance. On dit qu'il y a réflexion totale. Pour ça, on va donc utiliser la loi de la réfraction ici. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Voilà ce que nous dit la loi de la réfraction ici. Donc là, je l'ai appliqué pour le rayon qui percute cette surface-là, et qui donc, le rayon incident va percuter avec un angle I par rapport à la normale, et le rayon réfracté, il va repartir avec un angle R par rapport à la normale. Et on obtient donc cette relation. Maintenant, à partir de là, nous on a dit, on cherche un moyen pour que l'angle R ici n'existe pas. Et là, on a vu que ça se faisait en partant du principe, en se rappelant qu'un sinus était forcément borné entre -1 et 1.
Autrement dit, ça veut dire que si jamais on peut faire en sorte de borner ce rayon en faisant en sorte que n1 sur n2 fois sinus, on va l'appeler cette fois-ci IL pour bien mettre que c'est l'angle limite, au-delà de celui-là, ça va être celui à partir duquel il n'y aura pas de réfraction, et bien ça doit être égal à 1. Voilà, si on va au-delà, eh bien l'angle réfracté ne pourra plus exister. Donc ça va être cet angle-là qu'on cherche pour que justement il n'y ait plus de rayon réfracté. Autrement dit, si jamais on fait passer entre guillemets n1 sur n2 de l'autre côté, ça nous fait que l'angle limite pour lequel il n'y a plus de rayon réfracté, sinus de IL, est égal à n2 sur n1. Voilà donc ce qu'on trouve pour l'angle limite. Maintenant, on va essayer de trouver une condition, on va essayer de le relier à une condition sur l'angle I0 qui est l'angle incident, qui est celui qu'on peut contrôler, pour que justement on réussisse à avoir cette condition sur l'angle limite. Donc ça va nous donner une deuxième équation. Là aussi on va utiliser la loi de la réfraction. On va l'utiliser ici cette fois-ci. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit dans notre cas? Elle nous dit que n0 fois sinus I0 est égal à n1 fois sinus I1. n0 sinus I0 est égal à n1 sinus I1. Sachant que nous, on a dit que n0 était environ égal à 1 puisque notre rayon c'est l'air, puisque notre milieu c'est l'air, et donc on peut supprimer le n0 qui a dit ça. Voilà, donc on a que sinus I0 est égal à n1 sinus I1. Ok, c'est parfait. Mais maintenant, on aimerait... Donc on a deux conditions maintenant qui sont établies. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment les relier. Finalement, ici on a une condition qui dit I0 et I1, et ici on a une condition qui... ici on a une condition sur IL. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir sur quelques considérations géométriques qui vont nous permettre rapidement de relier l'angle I1 avec l'angle IL. Et vous allez voir que ces considérations, elles sont assez simples, puisque ici on a un certain triangle rectangle, comme ça, avec l'angle I1 qui percute comme ça, et l'angle I qui donc est égal à IL puisqu'on on regarde l'angle limite, qui est comme ça. Et ici, on a un angle droit. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. On sait que la somme des angles d'un triangle doit faire 180 degrés. Autrement dit, on doit avoir que I1 est égal à pi sur 2 moins IL. Puisqu'on a que I1 plus IL plus pi sur 2 est égal à pi. Autrement dit, en résolvant l'équation, I1 est égal à pi sur 2 moins IL. Finalement, on peut injecter ça dans notre deuxième équation. Et ça nous donne finalement, que sinus de I0 est égal à N1 sinus de pi sur 2 moins IL. Voilà. Et là, on fait un retour rapide sur notre tout début du cours de mécanique du premier semestre. Ça fait un peu de nostalgie quand on voit tout ce qu'on a parcouru depuis. Donc, une relation qu'on avait assez souvent utilisée, notamment pour redémontrer l'expression des coordonnées cylindriques, c'était que sinus de pi sur 2 moins un truc, c'est égal à cosinus de ce truc. Autrement dit, on a que sinus de I0 est égal à N1 cosinus de IL. Voilà, c'est parfait. Et donc maintenant, on a une condition entre I0 et IL, et une condition sur IL, pour qu'on n'ait pas de rayon réfracté. Maintenant, on va juste mettre ces deux équations ensemble, et pour ça, le seul problème qui nous reste ici, mais qui est plus une formalité trigonométrique, c'est que on a un cosinus ici et un sinus ici. Et là, on va utiliser l'égalité trigonométrique qui nous dit que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Autrement dit, on a que c'est égal à n1 facteur de 1 moins sin carré de IL. Voilà. Là, on a deux équations qu'on peut très facilement relier, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va enlever cette partie-là. Sinus IL est égal à n2 sur n1. Alors, je vais juste numéroter nos équations. Donc là, on a l'équation qu'on avait appelée 2, enfin qu'on va appeler 2. Et ici, on avait l'équation sin IL est égal à n2 sur n1. Voilà. Et donc maintenant, il nous reste juste à combiner les équations 1 et 2. Donc on va dire 1 plus 2. Et qu'est-ce que ça nous donne cette fois-ci? Ça va nous donner que N1, enfin ça va nous donner que sinus de I0 est égal à N1 facteur de 1 moins sin carré de IL, autrement dit 1 moins ce truc-là au carré. 1 moins N2 sur N1. Et là vous remarquez peut-être que j'ai écrit une bêtise à un moment, c'est qu'on a cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Autrement dit ici c'est pas N1, enfin c'est pas 1 moins sin carré, c'est la racine carrée de 1 moins sin carré. Puisque, je vais juste l'écrire ici, on a cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc ça nous fait que cos carré, enfin que cos est égal à racine de 1 moins sin carré.
Ok, donc ça c'est une erreur de ma part. Donc on va juste appliquer la racine ici. Hop là, donc là on avait une racine. Et du coup ça nous donnerait ici sinus I0 est égal à N1 racine de N2 sur N1. Et tout ça au carré. Puisqu'on avait 1 moins sin carré de I. Voilà, donc ici il y avait juste la racine que j'avais oubliée ici, puisque c'est cette identité trigonométrique qu'on utilise. Voilà. Donc finalement, maintenant on a presque terminé. On va juste faire rentrer entre guillemets de N1 à l'intérieur de la racine pour avoir quelque chose, pour simplifier un petit peu l'expression. Et ça nous dit que sinus de I0 est égal à racine de 1. Donc là on fait rentrer le N1, ça nous fait du racine de N1 carré, et donc ça nous fait du N1 carré. Donc 1 fois N1 carré, ça nous fait N1 carré, moins N2 carré sur N1 carré fois N1 carré, donc N2 carré. Et donc là, on a trouvé la condition sur un angle incident, sinus de I0, pour qu'il n'y ait pas de rayon réfracté qui existe, et donc qu'on puisse avoir une réflexion totale. Voilà. Donc, deux petites considérations. La première, si on se place dans le cadre de l'approximation de Gauss et qu'on prend des petits angles, on voit donc que I0 est environ égal à racine de N1 carré moins N2 carré. Voilà, donc en fait, on a directement une conséquence sur l'angle. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette interprétation, ce résultat? Ça veut dire que plus l'écart entre N1 et N2 est important, plus on devra faire un angle I0 important avec la normale. Donc plus on aura finalement de marge de manœuvre. Alors que finalement, si on a N1 et N2 qui sont quasiment des mêmes milieux, eh bien on devra faire un angle I0 très petit par rapport à la normale. Et ça c'est un problème, ça veut dire finalement qu'on n'a pas droit à l'erreur. Puisque nous, si on le pouvait, on ferait juste passer un rayon comme ça à travers la fibre, et ça serait parfait. On n'aurait aucun problème, on n'aurait pas à se soucier de rayons réfractés, puisqu'on percuterait jamais la surface. Donc finalement, voilà ce que ça veut dire. Plus la différence d'indice de milieu est importante, plus l'angle qu'on devra faire ici sera important. Voilà. Alors, ce qu'on vient de décrire ici, c'était une ancienne fibre optique. C'était la façon dont ça fonctionnait avant. Maintenant, on a réussi à rajouter plusieurs choses pour justement empêcher pas mal de désagréments. On rappelle que là, ce qu'on vient d'étudier, c'est un modèle théorique, et qu'en pratique, il y a toujours des pertes de puissance qui se font avec les différences de milieu, etc. etc. On peut par exemple, lorsqu'on a le rayon qui continue comme ça, rajouter régulièrement des points relais, entre guillemets, qui vont amplifier de nouveau la puissance du signal pour ne pas le perdre. Ou bien, on peut trouver un moyen de jouer sur les indices de milieu pour avoir une différence fibre optique. Et là, on va faire rentrer un invité beaucoup mieux qualifié que moi, et qui m'a appris comment résoudre cet exercice, et qui va vous expliquer cette petite ouverture là-dessus. Vous l'avez peut-être déjà vu avec les séances de révision, c'est David Elbaz. Voilà. Bonjour David. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne, ce qu'on vient de dire? Oui, clairement. Alors du coup, la première idée qu'on pourrait avoir, comme tu as dit, c'est de mettre des points relais. Et un second moyen d'éviter les pertes de puissance, c'est d'éviter les réflexions et les réfractions quand on change de milieu ici. Donc pour ça, il faudrait réussir à dévier le rayon lumineux. Et donc pour ce faire, on a développé des fibres qu'on appelle des fibres à gradient d'indice, où on n'a plus tout simplement un graphe qui est de cette forme-là, avec donc ici A et là à la fin B, ici ça représente le rayon R, où on avait un premier indice suivi d'un second. Mais à la place, on a réussi à construire des fibres avec un indice de réfraction continu de cette forme-là. Et ce que ce genre de considération permet de faire, c'est que maintenant, si on reprend la même fibre optique, mais avec un indice dépendant du rayon, donc N de R, eh bien on va pouvoir observer qu'en fait, le rayon se courbe et forme une sinusoïde autour de l'axe optique. Et donc ça, c'est ce qu'on va chercher à expliquer qualitativement. Pourquoi est-ce qu'on a cette courbure? Donc pour ça, d'abord, il faut étudier non pas tout de suite un milieu continu, mais un milieu stratifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire un milieu stratifié? C'est juste finalement plusieurs couches qu'on va traiter comme des milieux homogènes, mais les unes empilées au-dessus des autres. Donc on représente plusieurs couches, avec un indice ici NI-1 qui va être plus petit que l'indice NI, qui va être lui-même plus petit que l'indice NI plus 1. D'accord? On va tracer un rayon incident et on va s'intéresser à comment est-ce que ce rayon va être réfracté.
Pour ça, il faut rapidement revenir sur la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes, on la rappelle, c'est que n1 sinus i1 est égal à n2 sinus i2. De ce fait, si on fixe i1, on trouve que sinus i2 est égal à n1 sur n2 sinus i1. On a dit qu'on a fixé i1, ça veut dire que si n2 est plus grand que n1, on a i2 qui sera lui aussi plus grand que i1, et si n2 est plus petit que n1, i2 sera plus petit que i1. Et ça nous arrange ici parce qu'on a dit que les indices étaient croissants vers le haut. Donc ici, on va avoir un rayon réfracté qui sera plus grand que le rayon incident. Comme ça. Et à nouveau, on va avoir ici l'angle, oui c'est moins 2, excusez-moi, I-1, qu'on retrouve là. Et là, on va avoir un angle I à nouveau plus grand. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, le rayon lumineux se courbe au-dessus de la flèche représentant le gradient d'indice. Si maintenant on recommence très rapidement, mais cette fois avec un milieu tel que les indices soient décroissants en montant. Donc I-1 sera plus grand que I, qui sera plus grand que l'indice I plus 1. Et on prend à nouveau un rayon. Cette fois, quand on monte, l'indice de réfraction devient plus faible, donc le rayon réfracté sera avec, la réfraction se fera avec un angle plus petit. Et à nouveau ici. Ce qui veut dire qu'on aura à nouveau une courbure selon le sens croissant du gradient d'indice. Voilà. Ça, c'est qualitativement ce qui se passe quand on prend un milieu stratifié. L'idée de la fibre optique, c'est, comme je l'ai dit avant, qu'on a réussi à construire une fibre avec un indice de réfraction variant avec le rayon, avec cette forme-là. Ici M1 et ici M2. Ce qui veut dire que si on dessine notre axe optique, et qu'on considère un rayon qui commencerait par exemple en étant émis comme cela, ben on a un gradient d'indice vers le haut, donc on va avoir le rayon qui va se courber, et à la limite, ben, quand on fait tendre, quand on rapetisse ces couches de plus en plus, on va avoir une vraie courbure qui va apparaître, jusqu'à qu'il fasse demi-tour, puisqu'on est passé au continuum, et quand on arrive en dessous, le gradient d'indice cette fois est croissant vers le bas, et donc le rayon va se recourber. Et en fait, on peut montrer que ça, c'est dû au fait que le rayon lumineux satisfait à une équation différentielle qui est de cette forme-là, égale à une constante positive fois une fonction du rayon. Ça vient en fait du principe qu'on appelle le principe variationnel, mais concrètement, c'est une conséquence du principe de Fermat. Merci beaucoup David pour cette ouverture. Tu voulais rajouter quelque chose? Ok, parfait. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y avait personne de plus qualifié pour expliquer ça. Et cette équation ici est très intéressante. J'ai pas tout compris à ce qui s'est dit avant, parce que vous savez que, enfin, voilà, c'est de l'optique. Et moi, l'optique. Mais voilà, alors j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Ici, ce qui est ici, c'est donc, comme l'a dit David, une conséquence du principe variationnel, qui est la base de ce qu'on appelle la mécanique analytique, et que vous étudierez en L2 si vous décidez de passer en physique. C'est une très belle loi qui nous dit, grosso modo, que la nature agit toujours par les lois les plus simples. Et voilà donc finalement une de ses conséquences. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu. On vous souhaite d'excellentes révisions pour terminer cette année, et beaucoup de courage pour les derniers partiels qui arrivent. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, et puis on se dit à très bientôt. Au revoir tout le monde.